Je vais très bien. Bon, sympa, hein, parce que voilà. Ouais, ça va, ça va, ça va. Apparemment, le week-end vous a dépouillé de certaines choses. Bon, ce n'est pas ce qui nous rassemble. De toute façon, ce qui nous rassemble ce soir, ce sont les obligations donc dans le bail à usage professionnel. Effectivement, l'œil du juriste. Aujourd'hui, on parle des obligations du bailleur dans le bail à usage professionnel avec l'Union des jeunes avocats du Bénin. Aujourd'hui, nous recevons Maître Brice Oussou, avocat au barreau du Bénin et président de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Avec lui, il nous parlera, comme je le disais tantôt, de l'obligation du bailleur dans le bail à usage professionnel. Mais avant, nous allons revenir sur la notion de bail professionnel. Maître Brice Oussou, bonsoir. Bonsoir Ariane. Vous allez bien? Oui, ça va. Grâce à Dieu. Et contrairement à moi, j'espère que on ne vous a pas dépouillé de certaines choses, je ne sais pas. Hein? Oh, dépouiller, ne pas dépouiller peut faire partie de l'ordre normal des choses. Voilà. L'essentiel est que avant ou après avoir été dépouillé, on soit toujours en forme. C'est comme quelqu'un qui a donné 250 ml de son sang lors du don de sang. Oui. Quelques temps après, avec il compense. le Coca-Cola. Non, c'est pas le coca qui compense. En fait, c'est une façon d'intéresser. Sinon, quelques minutes après, vous récupérez votre la quantité normale de sang dans le corps, on retrouve. Donc, quand vous êtes dépouillé ou pas, l'essentiel est de faire en sorte de se retrouver. Bon, je crois que chacun se retrouve. Moi, très bien. C'est le plus important. C'est le plus important. Alors, comme je le disais avec vous, président de l'Union des jeunes avocats du Bénin, également l'un de nos consultants, vous êtes Monsieur Brice Oussou. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'obligation, sur le bail à usage professionnel. On avait débuté il y a quelques jours avec la généralité sur ce que c'est que le bail à usage professionnel. Donc aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur de l'obligation du bailleur, mais nous allons parler d'abord du bail à usage professionnel. Qu'est-ce que c'est? Merci Ariane. Comme vous l'avez rappelé, nous avons dernièrement parlé de quelques généralités sur le bail à usage professionnel. Nous avions promis prendre quelques aspects de ce bail-là et en parler dans le thème d'aujourd'hui, les obligations du bailleur. Et certainement, nous allons également voir les obligations du preneur. On va certainement voir aussi les conditions de renouvellement du bail à usage professionnel. Et on va certainement voir, certainement avec d'autres confrères à moi, les conditions, les formes et conditions de résiliation d'un bail à usage professionnel. Alors, bail à usage professionnel. Et vous vous rappelez, on avait discuté longuement ici du bail d'habitation domestique en République du Bénin. Et donc, c'est l'autre forme de bail. Généralement, lorsqu'on loue, soit c'est pour y habiter, soit c'est pour exercer une activité professionnelle. Donc, le bail à usage professionnel, c'est le bail qui est conclu à la demande de quelqu'un qui veut exercer une activité professionnelle auprès d'un bailleur, c'est-à-dire le propriétaire des locaux, pour pouvoir y établir et exercer son activité professionnelle. Donc, partout où vous avez loué un espace, un local, pour y faire votre activité professionnelle, qu'elle soit commerciale ou non, on parle du bail à usage professionnel. J'avais dit la dernière fois que dans l'ancienne disposition de la loi uniforme, il était question du bail commercial, mais cela a été étendu à l'ensemble de l'activité professionnelle, qu'elle soit commerciale ou non. Donc, pour me résumer, c'est tout bail qui est conclu sur un local dans lequel le preneur veut exercer une activité professionnelle. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, on parlera beaucoup plus de l'obligation du bailleur dans ce bail, dans le bail à usage professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, lorsque le bailleur refuse d'assumer ses responsabilités? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le bailleur refuse d'assumer ses responsabilités? Déjà, on parle des responsabilités. Déjà, voilà, quelles sont les obligations, ces obligations-là qui incombent au bailleur? Il y a certaines obligations dont la loi a parlé. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'obligation de délivrer le local en bon état. C'est-à-dire que celui qui loue, il doit pouvoir recevoir le local tel que spécifié au contrat, qu'il soit écrit ou verbal, il doit pouvoir retrouver le local et pouvoir l'utiliser de la façon la plus normale possible. Alors, on doit pouvoir lui délivrer les lieux comme c'est prévu. C'est-à-dire, il doit retrouver
les spécifications prévues. Il veut utiliser le local pour faire telle chose. Les lieux, tels que promis, doivent pouvoir prêter à cela. Non seulement le lieu qui doit pouvoir se prêter à cela, mais il faut également, si le lieu a des accessoires, des dépendances, c'est-à-dire que on vous loue un local, vous devez pouvoir cuisiner. Et puis, c'est un appartement qui a un espace qui doit servir à cuisiner. Et on ferme la partie qui doit servir à cuisiner. Alors que on a bien conclu que le local a été loué pour pouvoir préparer et faire manger. Si on ne vous donne pas accès à la cuisine pour préparer, vous ne pouvez pas faire à manger. Et donc, cela fait partie déjà des insuffisances. Les accessoires, la dépendance du local, il faut pouvoir. Ensuite, l'autre obligation, le principal qui incombe à un propriétaire bailleur, c'est ce qu'on appelle les grosses. Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour cette interruption. Indépendante de notre volonté pour une meilleure qualité chez vous, nous avions dû interrompre. On vous retrouve, Ariane et Teka. On était sur les responsabilités du bailleur. Les responsabilités du bailleur dans le cadre d'un bail à usage professionnel, Maître Brissoussou, Voilà. vous allez nous rappeler. Voilà, je parlais des responsabilités. J'ai dit qu'il y a certaines responsabilités qui incombent au propriétaire bailleur. Il doit pouvoir délivrer le local en bon état. L'article 105 de la loi uniforme dispose que le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état. Il est présumé avoir rempli cette obligation lorsque le bail est verbal ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l'état des locaux. Donc, délivrer le local en bon état, il faut que cela soit conforme aux spécifications. Et généralement, ce qui se passe, c'est que lorsque vous prenez un bail, que ce soit d'habitation ou un bail à usage professionnel, il faut toujours faire un constat à l'entrée. L'état des lieux. L'état des lieux. Dans quelles conditions le local se trouve, consigner cela par écrit, et il faut que cela soit conforme aux spécifications du bail, c'est-à-dire l'usage qu'on veut en faire. Si on vous remet un local qui n'est pas conforme à l'usage que vous voulez en faire, il y a un souci quant à cette obligation qui incombe au propriétaire bailleur. Il faut aussi délivrer le local avec les accessoires qui peuvent permettre. On ne peut pas vous remettre un endroit où on sait que vous devez pouvoir aller aux toilettes et puis on ferme la canalisation ou bien on ferme l'accès aux toilettes. On ne peut pas vous avoir loué un local où on sait que vous devez pouvoir cuisiner, donc un restaurant où les gens doivent venir manger et on ne vous donne pas accès à l'endroit qui doit vous servir à préparer, ou ne serait-ce que l'antichambre, même si vous devez préparer le repas ailleurs et amener, il faut au moins quelque part pour servir avant de venir remettre aux consommateurs à la table pour qu'ils puissent manger. Donc, on doit pouvoir mettre ces choses-là à la disposition du preneur. L'autre chose également, l'autre obligation qui incombe au propriétaire bailleur, c'est l'obligation de faire face à ce qu'on appelle les grosses réparations. Les grosses réparations, en fait, la loi dispose que le bailleur fait procéder à ses frais dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. Alors, qu'est-ce que les grosses réparations, vous me demanderez? La loi dispose que les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fours septiques et des puisards. Alors, grosses réparations. Ce n'est pas vider le puisard, c'est pas vider le puisard. Les grosses réparations, c'est-à-dire que si le puisard est devenu défectueux, de sorte que
il y a de la puanteur qui sort, ou bien ça pose un problème environnemental, ça c'est une grosse réparation. Lorsqu'il y a une sorte de poudre qui soutient quelque part le bâtiment à un niveau donné, qui commence à s'affaisser légèrement, c'est une grosse réparation. Lorsque la toiture s'enlève à un niveau donné, ça c'est une grosse réparation. Mais lorsqu'un interrupteur est défectueux, ça c'est pas une grosse réparation. C'est une petite réparation. Qui vient. Il y a la charge du preneur. Mais les grosses réparations doivent être faites en réalité par le propriétaire bailleur. C'est à la charge du propriétaire bailleur. Maintenant, la loi dispose également que si le propriétaire bailleur ne fait pas face aux grosses réparations, alors que la réalisation de cette grosse réparation permet au preneur de pouvoir jouir pleinement du local, je vous ai dit, vous rappelez-vous, qu'il faut qu'il puisse délivrer les lieux en bon état. Alors, une grosse réparation qui empêche de faire usage correctement du lieu joue contre ce droit-là du preneur. Donc, le preneur qui entend se maintenir dans les lieux, il peut faire cette grosse réparation à ses frais, mais après avoir introduit une procédure au tribunal et demander l'autorisation. Au tribunal. Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas Si le propriétaire n'a pas le moyen de le faire, vous pouvez vous entendre avec le propriétaire qui constate qu'il y a une situation, s'il n'a pas les moyens, généralement, qu'est-ce qui se passe? Les propriétaires, ne voulant pas investir pour la grosse réparation, ils font semblant de fuir. C'est ce qui se passe généralement. Donc, ce dont nous parlons, c'est pour que ceux qui sont propriétaires bailleurs ou ceux qui sont preneurs sachent chacun quel est le droit de chacun, quelle est l'obligation de chacun. En principe, cela incombe. Si ça fait partie des réparations dont la loi a parlé là, il faut que ce soit à la charge du propriétaire bailleur. Maintenant, si le fait de ne pas faire cette grosse réparation crée des nuisances au preneur dans l'usage correct des locaux, il peut préfinancer, mais sur accord du propriétaire bailleur, de sorte que les deux peuvent s'entendre après sur comment est-ce que le preneur entrera en compensation de ce qu'il aura déboursé. Mais si les deux ne s'entendent pas, que le propriétaire bailleur et le preneur ne s'entendent pas non plus pour rompre le contrat du fait de cette difficulté à réparer, à faire cette grosse réparation, que le preneur veut quand même rester du fait de l'achalandage, c'est-à-dire l'intérêt de la clientèle qui vient là, donc c'est ça qu'on appelle l'achalandage. Donc, il peut prendre sur lui la responsabilité de faire les grosses réparations, mais en s'entendant avec le propriétaire bailleur. Si les deux ne s'entendent pas, tant qu'il veut rester là, parce que rappelez-vous, il y a le droit au maintien dans les lieux. Voilà, un peu comme dans le bail à usage domestique, il y a le droit, cela s'appelle ici le droit au renouvellement du bail à usage professionnel. C'est l'équivalent dans ce domaine. Donc, il peut demander l'autorisation du tribunal pour le faire. C'est l'article 107 de la loi qui dispose. Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente statuant à bref délai à les exécuter conformément aux règles de l'art pour le compte du bailleur. Pour le compte du bailleur, cela suppose qu'il sera remboursé. Dans ce cas, la juridiction compétente statuant à bref délai fixe le montant de ces grosses réparations et les modalités de leur remboursement. Généralement, le juge arbitre pour dire, il peut faire appel à des spécialistes pour lui dire telle réparation que le propriétaire, que le bailleur veut, le preneur veut faire. Voilà à peu près ce que cela pourrait coûter. Et il peut ordonner à ce que cela soit remboursé au preneur en termes de défalcation dans le loyer à payer. Mais si les deux s'entendent, je crois que cela peut se régler sans difficulté. Et si au niveau du tribunal, le bailleur, il s'opposait, par exemple? Il ne peut pas s'opposer parce que, on le verra dans une autre émission ou avec certains de mes confrères qui vont venir ici, il y a ce qu'on appelle le droit au renouvellement. Celui qui a signé un contrat de bail à usage professionnel, qui a fait au moins 2 ans dans les locaux loués pour son activité professionnelle, dispose déjà de ce qu'on appelle le droit au renouvellement du bail à usage professionnel. Donc, tant qu'il a fait au moins 2 ans, le propriétaire bailleur ne peut pas se lever du jour au lendemain et le faire partir. Sauf pour certaines raisons que la loi a appelées raisons légitimes. On le verra également dans une autre émission. Sauf pour ces raisons-là, où le propriétaire bailleur peut légitimement demander que le bail prenne fin. Parce que, je le dis en même temps, il veut l'utiliser pour un usage personnel, professionnel, ou pour un usage familial, ainsi de suite. La loi a prévu ces cas-là. Parce qu'on ne peut pas obliger un propriétaire bailleur à ne pas reprendre son local. Mais la loi a fixé les conditions. Donc, il a le droit au renouvellement. Donc, le propriétaire bailleur ne peut pas s'opposer à cela. Tant que le preneur a envie de rester là pour pouvoir garder son achalandage, il a le droit de demander à ce que les grosses réparations soient effectuées. Et le propriétaire bailleur ne peut pas s'opposer. De toute façon, il va s'opposer verbalement face
au locataire, Mais celui-ci jamais devant le juge. Et il va saisir le juge. Et vous l'aurez compris, la loi dispose de juridictions statuant à bref délai. Donc, cette demande s'introduit en justice avec la procédure d'urgence. D'urgence qui peut se régler en quelques heures ou en quelques jours seulement. Alors, dans le cas où le preneur décide, les locaux, hein, il décide par exemple de réaménager, peut-être il y aura le secrétariat là et l'aspect du local ne lui permet pas d'avoir le secrétariat à côté. Est-ce que le preneur peut décider d'effectuer Alors, déjà, un à ce changement? niveau, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Le local a été pris dans certaines conditions avec une certaine façon d'être, pour parler ainsi. Alors, lorsque l'un veut toucher, que ce soit le bailleur ou que ce soit le preneur, il faut discuter avec l'autre. D'abord, vous voyez, la loi dispose, article 108 de cette loi uniforme, que le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage. Donc, il ne peut pas avoir loué 250 mètres carrés et du jour au lendemain, parce que quelqu'un lui a demandé un autre bail, venir couper 50 mètres carrés dans ce qu'il avait déjà donné à bail et remettre à un autre. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas restreindre l'usage. Il ne peut pas faire des modifications importantes de son seul gré. Il faut l'accord du propriétaire, du preneur, qui est déjà dans les lieux et qui a pris ses locaux par rapport à l'usage qu'il voulait en faire. Ça, c'est l'obligation du propriétaire bailleur. Et vous le verrez, j'ai en branche, j'en parle en même temps parce que vous me posez la question, mais le preneur ne peut pas non plus toucher aux aspects majeurs de l'édifice qui peuvent toucher des aspects importants nécessitant pour lui de faire des grosses réparations sans l'accord du propriétaire bailleur. On verra ça certainement dans les obligations du preneur, on verra ça certainement. Donc, il ne peut pas. Maintenant, si vous voulez faire certaines modifications, si c'est à l'intérieur du local qui ne touche pas la forme, la texture et la consistance du bâtiment, il peut le faire. Un réaménagement ou un aménagement interne au local loué qui ne touche pas le fond ou les grosses structures de l'immeuble, le locataire peut le faire. Je suppose que je loue ma chambre, je loue une chambre, je loue une chambre à coucher ou deux chambres à coucher, un salon. Et si à l'intérieur du salon, je peux le séparer en deux avec une baie vitrée. À l'intérieur, je ne touche pas au mur, je ne touche pas au plafond, je ne fais rien. Juste une séparation par une petite plaque où j'appelle un menuisier qui fait une séparation au milieu du salon. Ça, c'est un aménagement que je fais. Je n'ai pas besoin de requérir l'accord du propriétaire. Mais si je dois ouvrir une fenêtre dans le mur et installer d'autres éléments, là, il faut que j'ai l'accord du propriétaire bailleur. Donc, je crois que sur ces deux aspects, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, sans l'accord formel de l'autre. Ou alors, on saisit la juridiction compétente qui statue à bref délai. Alors, que se passe-t-il lorsque les travaux subviennent et empêchent la pleine jouissance ou conduisent à l'inactivité du preneur? Voilà. Il y a la loi parle de ce que le propriétaire bailleur doit garantir au preneur la pleine jouissance des lieux. C'est l'article 109 de cette loi uniforme qui dispose que le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou du fait de ses ayants droit ou de ses préposés. Alors, vous ne pouvez pas, par exemple, vous l'avez loué, le propriétaire, il y a des propriétaires qui sont ensemble dans une maison avec les locataires. Tout à fait. Vous avez loué une partie à quelqu'un pour un bail à usage professionnel. J'avoue que je n'aime toujours pas ça. Voilà. Il n'est pas loin où il est à côté. C'est peut-être une boutique. Et puis, le propriétaire, lui, tous les matins, il sort son véhicule, il va garer à l'entrée de la boutique, empêchant ou mettant en difficulté l'accès. Ou alors, ce sont les enfants des propriétaires qui viennent garer là. Ou bien alors, c'est peut-être un endroit qui sert de bureau. Et puis, la chambre d'à côté qui est peut-être louée à quelqu'un d'autre, ou c'est un des enfants du propriétaire qui l'utilise, ou c'est un autre locataire. Lui, il fait un bar. Et puis, il monte les décibels. Voilà. Alors, c'est des choses que le propriétaire doit garantir. Évidemment, lorsque ça rentre dans le cadre d'une infraction à la loi pénale, même ce locataire peut appeler la police environnementale qui viendra régler la situation. Mais vous ne pouvez pas, vous-même, propriétaire, être à côté et empêcher la personne de jouir correctement ou paisiblement du local. Donc, vous devez pouvoir garantir au preneur la jouissance pleine et paisible des lieux. Et un enfant du propriétaire ne peut pas venir tous les matins pour dire ici, là, le propriétaire, le locataire qui est ici, bon, désormais, voici comment vous allez payer. Non, on n'a pas eu affaire à lui. Donc, tout ce qui est comportement, qui constitue des troubles de jouissance, il faut que le propriétaire bailleur garantisse
le preneur contre ces troubles-là. Voilà. Donc, lorsqu'on est locataire dans un endroit, on doit pouvoir jouir paisiblement du local. En cas de cession à un nouveau bailleur, Oui. Alors, voilà. voilà. Il se peut, par exemple, que quelqu'un qui a le propriétaire bailleur décède, par exemple. ou non, pas décède, qui cède. Bon, pour décider, on va y venir. Il peut céder les droits, ces droits qu'il a par rapport à ce bail à quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il cède à quelqu'un d'autre, ben, ce contrat-là est transmis en même temps au nouveau bailleur. La loi est claire sur le sujet. Le bail ne prend pas fin par la cession des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. Dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l'ancien bailleur et doit poursuivre l'exécution du bail. Donc, je suppose que j'étais propriétaire d'un local, j'y ai installé quelqu'un qui a pris un bail à usage professionnel. En temps, je cède le local, je cède la propriété du bien à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Celui qui achète le local ou qui devient propriétaire de ces droits-là, il est censé savoir qu'un bail était en cours. Donc, il est substitué de plein droit. Il se substitue de plein droit. Et il fait face aux obligations qui incombaient à l'autre bailleur. Donc, ce bail continue avec le nouveau bailleur. Est-ce que le nouveau bailleur peut décider, par exemple, d'augmenter le loyer de... Bon, on le voit très souvent. Oui, il ne peut pas augmenter comme ça. Il doit pouvoir augmenter selon les termes et conditions prévus par le contrat. Parce que généralement, un contrat de bail à usage professionnel précise sous combien d'années d'utilisation et dans quelle proportion on doit pouvoir augmenter. Lui ne peut pas venir. S'il veut, il peut discuter avec le preneur et les deux s'entendent. Mais si il y a une durée qui était prévue, un bail à durée déterminée qui était prévu, il ne peut pas changer les conditions tant que ce bail-là est en cours. C'est ce que je vous dis. Le nouveau bailleur est tenu lui-même exactement aux mêmes obligations que l'ancien bailleur, tant que le contrat est en cours. Évidemment, les parties peuvent toujours s'entendre pour modifier les clauses du contrat. Si les parties modifient les clauses du contrat, donc c'est une modification à l'amiable. À l'amiable, convenue, il n'y a pas de souci. Le preneur se conforme aux nouvelles obligations. Très souvent, quand on parle de modification dans cette situation, très souvent, c'est le bailleur qui veut toujours monter ou augmenter le loyer. Jamais le bailleur ne peut pas dire, bon, cher ami, j'ai vu que l'ancien bailleur, il te fait du tort, je voudrais diminuer, je ne vois pas. Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais ça. Généralement, c'est l'augmentation parce que le coût de la vie augmente chaque jour. Donc, ce qui est prévu généralement, c'est une augmentation du loyer. Mais il faut que le contrat de bail prévoie l'augmentation. Généralement, il est dit tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 5 ans, on peut augmenter dans tel pourcentage. C'est généralement prévu au contrat. Et quand toutes les parties ont signé à l'entame du bail, c'est bon. Lorsque le thème arrive, on peut modifier le pourcentage et augmenter le loyer, il n'y a pas de souci. Tant que c'est prévu au contrat et que les parties ont validé à la prise en bail, il n'y a pas de souci. Le contrat était mieux. Il faut que les deux parties discutent. Évidemment, le preneur ne peut pas s'opposer indéfiniment au relèvement des loyers. Le principe de relèvement du loyer est un principe universel établi. Ce qui pose problème, c'est lorsque le bailleur veut augmenter tout le temps et de façon exagérée. Même un conflit entre les deux relativement à une situation d'augmentation du loyer, le preneur peut porter cela devant la juridiction compétente qui pourra statuer. Et en cas de décès, c'est vrai qu'on en a... parlé déjà. Oui, il se peut que l'une des deux parties décède. Que ce soit le propriétaire bailleur ou que ce soit le preneur. Le contrat de bail continue. Entre, peut-être, si c'est le bailleur qui est toujours en vie et le preneur est décédé, le contrat de bail continue avec les ayants droit ou les ayants cause de ce preneur. Mais attention, s'il manifeste... dans ce cas-là, il faut que, au moins 3 mois, ça doit pouvoir continuer. Maintenant, les autres, les ayants droit du preneur peuvent décider de rompre le contrat s'ils ne veulent plus continuer l'activité à ce niveau-là ou s'ils veulent déplacer l'activité ailleurs. Et s'ils veulent déplacer l'activité ailleurs, la juridiction leur impose de pouvoir le faire dans un délai. En l'absence de tout, ils doivent pouvoir demander à rester. Mais aussitôt après le décès du preneur, ils sont là pour un temps, ils peuvent rester pour un temps, mais ils doivent pouvoir faire la demande
de ce qu'ils veulent continuer. S'ils ne le font pas, le bailleur sera alors dans son droit de dire qu'il va... Parce qu'il n'a pas discuté avec les ayants droit, il ne sait pas si ceux-là sont en capacité de continuer à payer le loyer. Et l'article 111 dispose à la ligne 3 ou 4, je pense, en l'absence de toute demande dans ce délai de 3 mois, le bail est résilié de plein droit par le propriétaire bailleur. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et vous savez, ce qui est intéressant de dire, c'est que beaucoup de personnes, qu'elles soient bailleresses ou qu'elles soient en situation de preneur, ne comprennent pas ou ne sont pas toujours informés de ce que la loi a prévu. De ce que vous avez souvent été au courant de difficultés qui existent dans l'exécution des contrats de bail à usage professionnel. Je vous ai dit la dernière fois que même la petite dame à qui on a loué un espace pour vendre des beignets, elle est dans un bail à usage professionnel, même si ce n'est pas constaté par écrit. Et donc, il y a beaucoup d'abus parfois. Généralement, c'est de la part des bailleurs et parfois de la part des preneurs également. Qui sont ignorants. Aujourd'hui, quelqu'un que je connais m'avait déjà appelé pour dire, tiens, il faut que je passe vous voir. J'ai loué à quelqu'un depuis plus d'un an, il ne paye pas les loyers. Je suis en train d'échanger avec lui pour voir dans quelles conditions il va partir. Il me menace également. Il ne fait pas partir. Quand on en parle, il s'énerve. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors que vous devez un an. Il doit un an de loyer, il s'énerve. Il doit un an, il s'énerve. Voilà. Donc, certains ne savent pas comment s'y prendre. Voilà pourquoi c'était intéressant, et c'est ça le but de ces émissions-là, qu'on donne quelques généralités. Ce dont je parle là, si on doit entrer dans le développement, on en parlerait pendant des émissions, rien que ce seul aspect. Et là, ce sont les spécialistes qui peuvent dire à chaque situation quelle est la solution. Et comme le dit un ancien bâtonnier, il n'y a pas de prêt-à-porter en termes de solutions juridiques à apporter à une situation. Lorsque ce dont nous parlons ici, ce sont des généralités, à chaque situation, convient une mesure particulière, une solution particulière. Et il faut que les citoyens de plus en plus aient le réflexe d'aller voir les avocats pour poser leurs problèmes et que les avocats puissent les accompagner dans la recherche de solutions, les accompagner pour trouver les solutions. Et comme je vous l'ai toujours dit, contactez. Je crois qu'il y aura des émissions ici où on parlera. Certains pensent que l'avocat est cher. Je vous l'ai dit, l'avocat n'est pas cher. Justement, il faut il y a une thématique dans les prochaines semaines, je crois qu'on en parlera. Qu'est-ce que l'avocat dans la cité? Et les honoraires de l'avocat, parce que beaucoup de citoyens sont peut-être réticents, alors que je vous l'ai toujours dit, dans un cabinet d'avocats, plus de la moitié généralement des dossiers, les gens ne payent pas les honoraires, c'est du social qui se fait. Je crois que les gens comprendront ça lorsqu'ils vont avoir le réflexe d'aller vers les avocats. Et pour finir, comme je l'ai dit, je le répète, vous voulez contacter un avocat, c'est pas compliqué. Vous allez au tribunal, la liste des avocats est affichée là. Vous allez dans un commissariat ou dans une mairie, vous allez voir la liste des avocats, vous regardez ce qui vous inspire, vous l'appelez, ou bien vous demandez à un ami, ah, tu connais un avocat, tu peux me conseiller, et puis vous allez dans le cabinet d'un avocat qui va vous assister. À chaque individu, il faut un avocat. Comme à chaque individu, on a toujours jusque-là un médecin. Il faut qu'à chaque individu, à chaque famille, à chaque entreprise, il faut un avocat. Ce serait quand même difficile au Bénin. On est 11 millions et parmi les 11 millions, il y a très peu d'avocats. Oh, on est un peu plus de 200. Mais je crois que le nombre va augmenter. Si vous ne savez pas, je vous annonce, au dernier examen du CAPA, certificat d'aptitude de la profession d'avocat, il me semble que le plus grand nombre qui avait toujours été pris à chaque occasion, c'était le plus grand nombre, sauf Erasme Papa, c'est 14. Mais la dernière fois, une première au Bénin, 38 nouveaux avocats vont bientôt prêter serment à la prochaine fois. Donc, près de 238. Oui, tous les Béninois, de plus en plus, chaque Béninois qui veut un avocat, il aura. Il y en a de plus en plus sur le territoire. Donc, le problème ne se pose pas ou ne se posera plus si ça se posait. Ok, ben merci Maître Brice Foussou. Toujours un plaisir pour nous de vous recevoir ici en studio pour parler droit, pour parler loi, afin d'éclairer quand même la lanterne de nos citoyens. Alors, merci beaucoup. On était avec vous, Maître Brice Foussou, avocat au barreau du Bénin, président de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Aujourd'hui, on parlait obligation du bailleur dans le bail à usage professionnel. On va revenir sur les autres aspects, soit avec Maître Brice Foussou ou avec les autres avocats de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Monsieur Roubial. Voilà, merci à vous, Ariane Eteka, merci à Maître Brice Foussou. En tout cas, si vous êtes coiffeur, vous êtes concerné par la loi. Loi, même les coiffeurs, si vous êtes mécanicien, voilà, vous êtes concerné. La vendeur de TV quoi attaque aussi. Voilà. Ne vous y trompez pas. Voilà. Nous allons marquer une pause avant de vous retrouver pour la suite de votre émission Le Grand